de l'enseigne Devred. Bonjour Jérémy. Ouais, non. Donc Jérémy a deux casquettes, la casquette de client Withville, mais aussi de lauréat aujourd'hui. Alors on ne va pas vous révéler la position tout de suite, parce que vous allez le savoir très bientôt. Donc Jérémy, est-ce que tu peux te présenter, ce que tu fais chez Devred et le contexte d'aujourd'hui que vous avez? Ok, bonjour à toutes et tous. Effectivement, je suis de Devred. J'ai une double casquette en ce moment chez Devred, puisque logiquement je suis DSI de Devred, la partie informatique qui quelque part est un peu loin de Huisville. Mais j'ai la chance depuis le début d'année de reprendre aussi la partie digitale en remplacement de mes collègues qui est absente momentanément. Et c'est dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui, puisque dans la partie digitale, il y a entre autres la relation client. Super, merci beaucoup. Aude? Bonjour à tous, du coup moi je suis Aude Durusquet, je dirige le pôle Customer Success chez Withville. Et du coup c'est mon équipe qui accompagne nos clients à la fois dans toute la mise en place des dispositifs d'écoute client, mais aussi au quotidien une fois que la solution a été lancée pour s'assurer qu'il est toujours performant et qu'il répond toujours aux enjeux et aux stratégies de nos clients qui forcément évoluent d'année en année. Alors Jérémy, on connaît tous Devred, ça a été créé il y a un certain temps maintenant. Est-ce que tu peux nous partager des chiffres clés sur Devred? Il y en a quelques-uns qui vont s'afficher derrière, mais ceux qui sont les plus saillants pour toi et intéressants. Alors effectivement, on n'est pas une marque récente, on a 120 ans, donc on est une marque avec une histoire. C'est 332 boutiques Devred aujourd'hui, en France principalement, mais aussi un peu à l'international. Et notre positionnement est un positionnement uniquement sur la mode masculine, principalement orienté sur le City, qui est une de nos forces historiques. Et je dirais qu'on est sur un positionnement entrée de gamme, mais on est en haut de cette entrée de gamme. Et sur l'entreprise, on est sur des équipes qui dans l'ensemble sont assez courtes. On est 2 à 3 fois moins nombreux qu'un siège comparable en termes de chiffre d'affaires au nôtre. Et ça crée aussi finalement une cohésion et des échanges grandement facilités avec le réseau de magasins. Donc une grande efficacité opérationnelle, j'imagine. Exactement. Peut-être d'où le recours à des outils comme Withville pour vous aider encore plus. Et du coup, c'est quoi le contexte actuellement chez Devred? La mode, c'est un secteur qui a pu connaître des années plus difficiles ces derniers temps, notamment avec la crise du Covid. Voilà, comment est-ce que vous êtes relancé et quels sont finalement les grands projets du moment? Alors effectivement, c'est un secteur très chahuté. Je pense que l'actualité le montre quotidiennement, malheureusement. On a encore vu Jennifer qui subit des difficultés pas plus tard qu'hier. Donc oui, le secteur est difficile. On a une chance, c'est que la mode masculine est moins impactée que la mode féminine, qui est très concurrencée par certains modèles, notamment asiatiques, qui font assez mal, et notamment sur des cibles jeunes. On a une chance dans ce contexte, pour nous, c'est que ça libère des espaces. Alors, c'est pas très joli, mais c'est quand même une chance pour nous. Et on a la chance aussi de pouvoir profiter de ces espaces et d'avoir la capacité aujourd'hui d'investir dans des commerces, ce qui est pas toujours simple, et de se placer dans des centres dans lesquels on n'était pas présent. Donc aujourd'hui, l'année, elle est vraiment très portée, et ça sera certainement le cas l'année prochaine aussi, sur des ouvertures, et des ouvertures sur des centres commerciaux plus importants que ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc ça nous permet aussi de monter sur des centres dans lesquels on n'était pas présent. Et pour autant, on essaie aussi de conserver ce qui est notre ADN et ce qui est pour nous important en termes de stratégie, notamment un développement omnicanal sur lequel on a historiquement beaucoup de retard, et aussi un développement de la RSE sur lequel on a commencé des actions depuis quelques années, notamment avec des collections dédiées, une collection qui s'appelle Envie chez Devred, des matières qui sont plus vertueuses. C'est des choses qu'on fait pour autant à notre rythme. On n'est pas en marche accélérée comme certains de nos concurrents, on le fait de façon un peu plus raisonnable, plus à notre sauce. Super. Et alors du coup, ce que je te propose, c'est qu'on commence à parler un petit peu donc, du projet et de la genèse. C'était quoi les raisons principales qui ont motivé ce choix de passer finalement d'un management de la satisfaction client un peu à l'ancienne, sans forcément une solution en continu de management de suivi de la satisfaction client? Donc c'est quoi ces raisons qui vous ont poussé à passer à ce dispositif? Alors, c'est une phrase que j'ai l'habitude de dire en interne: ce qui n'est pas mesuré n'a pas de valeur. Et aujourd'hui, chez nous, la satisfaction client n'était pas mesurée. Pour autant, le client a une place primordiale dans ce qu'on fait au quotidien. C'est lui qui nous fait vivre, c'est pour lui qu'on travaille. Et c'était important à un moment d'être capable de mettre des résultats
sur ce qu'on percevait être une de nos forces, mais sans que ça soit factuel. Donc l'objectif, c'était de factualiser ce qu'on pensait et aussi d'être capable, par ce biais-là, de s'améliorer et aussi d'harmoniser les pratiques. Ce qui n'était aussi pas le cas, avec des distinctions et des différences assez fortes entre les différentes régions, les différents magasins. Ok, super. Et est-ce que vous vous êtes dit, on va commencer à mesurer la satisfaction client et on va réussir à atteindre tel objectif, peut-être dans l'idée d'avoir une croissance plus forte ou d'améliorer la rentabilité des espaces? Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça ou c'est vraiment juste une première étape, ce qui serait aussi tout à fait compréhensible? Non, tu as tout à fait raison, c'est exactement ça. On a une approche assez héroïste et assez pragmatique sur la plupart des projets qu'on aborde. Ce qu'on se dit de façon assez basique, c'est qu'un client heureux, a priori, c'est des équipes qui le sont aussi, puisque pour que le client soit heureux, les équipes doivent l'être. Donc a priori, si tout le monde est content, c'est facteur de fidélisation. On pense que ça va aussi générer quelque part par cette fidélisation, mais aussi par d'autres leviers du CA supplémentaires. Ça améliore mécaniquement le référencement local, puisque les notes Google sont meilleures, donc aussi bien pour des futurs candidats dans un magasin que pour des futurs clients. On se dit que c'est pas plus mal. Autant qu'ils viennent chez nous, si on a une bonne note, ça va aider. Et ça nous permet aussi d'améliorer en continu nos différents indicateurs sur la satisfaction client. Et surtout, ça permet d'affiner au fil de l'eau ce qu'on va traiter, parce que finalement, les irritants principaux vont disparaître au fil de l'eau et on va être capable, au fur et à mesure, d'aller plus loin, de plus en plus loin. Alors, merci beaucoup. Et alors, la question la plus importante de la soirée, pourquoi avez-vous choisi Withville? Ouais. Alors, je ne vais pas être très original, il y a une pub de Fiat que j'aime bien sur le sujet. Il y avait moins bien, mais c'était plus cher. Et donc, tout simplement, le prix était plutôt bon. La simplicité d'intégration, donc en tant que DSI, pour moi, c'est quand même relativement important. Et sur le papier, était pas mal. Et puis, j'avais eu des retours d'expérience qui me confirmaient que c'était plutôt pas mal. On a eu aussi une qualité des interlocuteurs tout au fil de l'eau qui n'a pas changé depuis. Donc, ça, c'est aussi plutôt rassurant, qui nous a aussi incité dans ce levier-là. Et puis, ce qu'on a un peu vu juste avant, c'est la qualité des interfaces qui sont fluides, simples à prendre en main, qui ont différents niveaux de granularité qui sont aussi primordiaux pour que ça soit pris localement par les différents strates de l'entreprise. Merci beaucoup. Du coup, on a commencé à en parler un tout petit peu. Je propose que, avec l'aide de Aude, on regarde un peu le dispositif qui a été mis en place pour que vous puissiez vous projeter. Pour que là, on parle de satisfaction client. Vous avez probablement déjà envoyé des questionnaires de satisfaction. Comme disait Adrien, il y a d'autres solutions qui existent. Voilà, l'idée, c'est de vous montrer ce qui a été mis en place chez Devred et qui a très bien marché. On va vous montrer à la fin les premiers retours, parce que ça a été lancé récemment. Oui, tout à fait. L'idée, en fait, pour répondre à ces différents enjeux, ça a été de mettre en place un dispositif avec 3 briques fonctionnelles principales. Donc la première brique, finalement, c'est tout simplement une enquête de satisfaction qu'on envoie en continu post-achat à tous les clients Devred, donc suite à un achat en magasin ou sur le site web. Et du coup, le principe, en fait, c'est que dès qu'un client est inscrit dans le programme de fidélité, donc il y a un email en base de données, on va pouvoir lui envoyer un email de sollicitation directement au nom de Devred. Tout est en marque blanche, donc avec le logo, l'image de Devred. Et l'email est complètement personnalisé avec le prénom du client, le nom du magasin, etc. Et à l'intérieur de cet email, on a donc la première question qu'on intègre directement et qui facilite vraiment les taux de clic, puisque le client a juste à sélectionner la note de son choix et il est redirigé directement vers le questionnaire qui a été co-construit avec les équipes Devred pour qu'ils répondent à la fois à leurs enjeux en termes de parcours client. Donc on mesure vraiment la satisfaction sur toutes les étapes importantes du parcours, tout en restant suffisamment court pour ne pas lasser les répondants. Ça a été pensé de cette manière-là. Du coup, Jérémy, par rapport à ce questionnaire, c'était quoi les objectifs principaux? Parce que je vois qu'il y a notamment des questions sur l'expérience, mais il y a aussi des questions sur le marketing. Sur comment est-ce qu'ils avaient découvert le magasin Devred, me semble-t-il. Est-ce que tu peux nous expliquer les objectifs principaux de la collecte de feedback dans ce dispositif? Oui, alors les objectifs principaux, c'était d'être capable, pas seulement d'avoir une note finalement globale qui a une richesse, mais qui a une richesse qui reste somme toute assez faible, mais aussi d'être capable de segmenter les différents leviers de satisfaction pour être capable à un moment de comprendre où on doit agir
et pas uniquement de se dire on n'est pas bon, il faut qu'on s'améliore, ce qui est quand même un peu compliqué à un moment, mais d'aller plus loin dans la granularité et de mieux comprendre les actions qu'on doit mener aux différents endroits où on doit les mener. Effectivement, il y a la question NPS, ensuite il y a du verbatim. L'analyse sémantique ne donne pas forcément les plans d'action, parce que finalement le client va uniquement s'exprimer sur un sujet, il ne va pas noter l'ensemble des aspects de l'expérience. Donc dans ce questionnaire, on a une solution à ce problème-là, on essaie de le faire le plus court possible. Comme le disait Aude, même si le client abandonne en cours de questionnaire, on a quand même les réponses aux premières questions qui sont enregistrées, ce qui permet de conserver des taux de réponse super élevés, on va en parler après. Tout à fait. Et l'idée, c'est vraiment que les équipes magasins, elles aient suffisamment de data aussi pour comprendre leurs forces, leurs axes d'amélioration et qu'elles puissent être dans une logique d'amélioration continue aussi de l'expérience client. Et pour aller plus loin, en fait, et pour répondre notamment aux enjeux d'e-réputation dont on parlait tout à l'heure, notamment sur Google, on redirige également les clients en fin de questionnaire directement sur la page Google du magasin pour les inciter à déposer un avis et faire en sorte finalement que ces nouveaux avis qui proviennent de l'enquête permettent de contrebalancer les avis Google qui généralement sont plus négatifs. On sait que spontanément, on a une surreprésentation des insatisfactions, tout simplement parce qu'on va avoir tendance à s'exprimer quand on est mécontent, mais on ne pense pas naturellement à le faire quand on est content. Et du coup, ça permet, en tout cas à nos yeux, de rétablir la vérité et de s'assurer que la note sur Google est représentative par rapport à la note que vous avez quand vous sollicitez l'ensemble de vos clients. Oui. On peut passer à la suite. Oui, bien sûr, Donc la collecte, c'est la première étape. Tout à fait. Et là, donc, en complément de cette enquête-là, ce qu'on a fait également, c'est qu'on a centralisé tous les avis Google des pages d'Œuvred directement dans la même plateforme, de manière à ce que tout le monde ait accès à la satisfaction client, quel que soit le canal, tout au même endroit de façon simplifiée. Et aussi, du coup, de simplifier la réponse aux avis, parce que c'était un de vos enjeux principaux, c'était le fait de pouvoir reconquérir notamment vos clients insatisfaits. Et du coup, on a un module de réponse directement dans notre plateforme qui permet de répondre à ces clients-là, avec une bibliothèque de réponses qu'on a construite avec les équipes de Dovred pour en fait répondre à tous les sujets qui peuvent être abordés dans les questionnaires et s'assurer qu'on a des réponses qui sont pertinentes, tout en simplifiant le travail pour les équipes. Oui, et la volonté aussi de responsabiliser les magasins dans cette relation client et qu'ils soient aussi acteurs de la relation client et qu'on ça ne soit pas vécu comme un risque finalement d'être jugé, mais comme une façon d'agir et de contribuer à la relation client localement, à son amélioration au quotidien. Et ça, c'était vraiment un des enjeux majeurs qui a été énormément porté par Maggie au lancement du projet pour démystifier le sujet et éviter qu'il soit vécu comme je parlais cash, un moyen d'être fliqué, mais vraiment comme un moyen d'accompagner, de s'améliorer au quotidien. Et ça a aussi énormément joué dans l'adoption de Huisil. Tout à fait, ils ont été vraiment sensibilisés sur le sujet et on le voit au quotidien, ils ont pris progressivement en main la solution. D'abord, vous leur avez d'ailleurs demandé de répondre uniquement aux insatisfactions pour commencer, pour qu'ils prennent en main la solution. Et puis une fois que les habitudes avaient été prises, que l'organisation avait été trouvée, on leur demande petit à petit de répondre également aux avis positifs, notamment sur Google, parce qu'on sait que c'est important. Et que les choses, la conduite du changement, finalement, elle s'est faite sereinement et les équipes ont très bien pris en main la solution. C'est notable d'avoir fait ce choix, de laisser les collaborateurs locaux donc prendre la main pour répondre à l'écrit, ce qui doit pas être ce qui est le plus fréquent dans leur quotidien. Les réponses type aide peut-être, et je pense qu'on peut tous s'inspirer de cet exemple, parce que c'est souvent, lorsqu'on parle d'e-réputation, on a du mal à laisser la main au magasin pour écrire au nom de l'enseigne, donc c'est tout à votre honneur. Et d'ailleurs, c'est une des clés pour générer de l'engagement des collaborateurs. Oui, et même au niveau au-dessus, au niveau des directeurs régionaux, c'est aussi un moyen finalement d'avoir des éléments factuels. On n'est pas dans un jugement qui est un jugement perçu d'un DR qui vient une fois par mois. C'est pas négatif ce que je dis, puisqu'il a beaucoup de magasins, donc il ne peut pas y être tous les jours. Et là, il a aussi l'avantage, le directeur régional, d'avoir de la vie au quotidien. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une visite qui dure une demi-journée d'accompagnement du magasin. On a tous les jours la réputation du magasin, les avis clients, négatifs ou positifs qui arrivent. Ça permet d'être plus réactif, de voir des dérives et d'avoir une vision surtout plus objective du magasin et beaucoup moins subjective. Merci beaucoup. Du coup, après la collecte, la centralisation des avis, il y a aussi le benchmark. Du coup, petite présentation du sujet, puis ensuite
Jérémy, j'aimerais bien que tu m'expliques comment c'est utilisé dans le contexte du management de la satisfaction client chez DeVred. Oui, du coup, on a mis en place pour DeVred un benchmark concurrentiel sur les notes Google. Donc le principe, c'est vraiment d'avoir un benchmark à tous les niveaux de l'entreprise, donc à la fois en local, pouvoir comparer son magasin avec les magasins alentours dans la zone de chalandise, et au niveau régional, national, pour pouvoir avoir la même information, mais au niveau du territoire qui est suivi, et de pouvoir ainsi, du coup, mettre en place non seulement des actions pour gagner en compétitivité ou en trafic en magasin, évidemment, mais aussi de suivre finalement l'impact de toutes les actions que vous pouvez mettre en place au quotidien sur la satisfaction pour voir si ça fait augmenter les notes Google et si ça vous permet de rattraper la concurrence. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, c'est une partie que nous, on a fait le choix d'utiliser un peu moins parce qu'on préfère se concentrer sur nous, qui on est, et s'améliorer. C'est encore un outil qui est jeune chez nous, Huisville, donc on va certainement s'en emparer beaucoup plus sérieusement dans les prochains mois, mais volontairement, on a fait le choix de se concentrer sur nous. Localement, au siège, on regarde un peu plus, on ne va pas se mentir, parce que c'est toujours intéressant, surtout quand les concurrents derrière sont derrière nous, c'est toujours bien de le voir et de continuer à essayer de prendre un peu d'avance. Mais oui, c'est des outils qui sont intéressants, mais qu'on n'a pas voulu trop mettre en avant pour le moment. Et effectivement, quand on commence un dispositif où il y a l'étape par étape, en revanche, voilà, nous, la vision que la plupart des enseignes qui utilisent cette solution ont, c'est qu'une note qui ne peut pas être comparée, elle ne vaut pas grand-chose. Finalement, on mesure la satisfaction, certes, mais si on n'est pas capable de la comparer par rapport à celle des autres, au final, qu'est-ce que ça vaut? Donc on peut s'améliorer soi-même, ça oui, et c'est très important de mettre en place les rituels de management qui vont du coup avec ce genre de dispositif pour justement, lorsqu'on identifie qu'on est derrière un concurrent, être en mesure de réagir fortement. Mais voilà, c'est vrai que le côté stratégique de savoir ce que notre satisfaction client, enfin ce que votre satisfaction client vaut par rapport à vos concurrents, vous savez qu'elle vaut beaucoup. On a un petit peu spoilé les résultats là. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui est stratégique. Quand on est premier, c'est bien pour se rassurer. Quand on est derrière, c'est bien pour se motiver. Du coup, après le benchmark, après le benchmark, la collecte, la centralisation, la restitution pour animer les équipes. Exactement, parce que finalement, avoir toutes ces fonctionnalités, c'est bien beau, mais derrière, il faut pouvoir les utiliser et faire en sorte que toutes les équipes dans le réseau puissent être impliquées sur le sujet. Et du coup, bon, Adrien en a déjà beaucoup parlé tout à l'heure. Le principe, c'est qu'on met à disposition une solution qui va vraiment chercher à toucher tous les collaborateurs qui sont aujourd'hui très mobiles, avec à la fois donc, une plateforme qui est mise à disposition des équipes, à la fois via l'ordinateur, mais aussi via des applications mobiles. Je sais que chez DeVred, le choix, ça a été d'installer l'application mobile en tablette, directement sur les tablettes en magasin, parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur facilement accessible. Il n'y a pas d'ordinateur, il y a des caisses et les caisses c'est fait pour encaisser. Donc on a fait de la digitalisation par des tablettes et ça fonctionne très bien comme ça et c'est de toute façon leur outil au quotidien pour tout ce qui va être hors encaissement. Donc c'est des habitudes aussi qu'on a chez nous et qui sont favorables à l'adoption de ce type de solution. Et en complément du coup de cette plateforme, on envoie aussi des rapports par email en PDF, donc tous les lundis pour vous et tous les premiers jours du mois, pour que vous ayez aussi une vision consolidée, claire de la performance passée à tous les niveaux. Et là encore, alors je ne sais pas si vous l'utilisez de cette manière-là, je sais que nous on a une première page qui a été pensée aussi pour être imprimée et affichée en salle de pause. Je ne sais pas si les équipes aujourd'hui l'utilisent de cette façon. Oui. C'est bon, à savoir. Et du coup, c'est quoi les rituels que vous avez mis en place autour de ce rapport, autour de la satisfaction client? Alors en fait, déjà dès le démarrage, la volonté, avant même le démarrage de Maggie, ça a été d'éduquer l'intégralité des salariés de l'entreprise pour éviter que ça soit perçu comme un moyen de flicage. Un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc il y a eu vraiment cette volonté de démystifier le sujet, de bien montrer la valeur qu'on voulait aller chercher avec. Ensuite, il y a eu la volonté aussi d'impliquer localement les équipes, et donc chaque région a un référent qui anime régulièrement la satisfaction client par le biais de Huisville. Et c'est ça aussi qui permet quelque part de la faire vivre au quotidien. Donc ces référents, toutes les semaines, ils envoient les résultats de la région. Tous les mois, ils interviennent dans les réunions régionales. Et tous les mois, ils ont aussi un point avec Maggie pour
voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a moins bien été, pour essayer aussi un moment de faire du partage de best practice, etc. et de s'alimenter ensemble et de continuer à avoir cette dynamique qui est vraiment vitale dans ce type de sujet. Si on ne les fait pas vivre, on peut avoir les meilleures technologies du monde, sans les faire vivre, elles ne servent pas à grand-chose. Tout à fait. Et alors du coup, la solution est bien utilisée dans le réseau, ça, je le comprends. Et au niveau siège, comment est-ce qu'elle est utilisée pour l'instant, sachant que le projet a 6 mois aujourd'hui? Alors aujourd'hui, elle est principalement utilisée par les équipes relations clients aujourd'hui. Elle est utilisée au plus haut niveau de l'entreprise puisque notre DG se fait un plaisir à chaque fois qu'il reçoit son rapport mensuel de nous le partager et d'être le premier à le partager. Donc ça montre bien qu'il y a une vraie appétence sur ces enjeux et qui sont portés au plus haut niveau. Et je pense que c'est important que ça soit le cas pour que les sujets soient portés. Après, on a aussi une volonté dans un deuxième temps qui n'est pas encore définie clairement en termes de chronologie, mais de diffuser plus massivement dans l'entreprise sur des métiers qui aujourd'hui sont en manque de données. Ça peut être les services achats sur des retours d'expérience, services qualité, et on se dit aussi que c'est des leviers qui à un moment vont apporter de la valeur. On est aussi en parallèle en cours d'implémentation et de mise en place d'une CDP, Customer Data Platform, et on se dit que dans cette base de données orientée client, toute cette data supplémentaire aura aussi de la valeur pour être capable à un moment d'enrichir et d'en retirer des enseignements supplémentaires. Merci beaucoup Jérémy. Du coup, est-ce que tu peux nous citer, pour convaincre peut-être les personnes qui ne le sont pas encore, donner un exemple concret d'une évolution qui a pu être mise en place, soit dans un magasin, soit au niveau global Alors ça va être quelque chose d'assez basique et pas très original, mais des fois ça suffit. Aujourd'hui, on a des typologies de magasins très différentes chez Devred, qui vont de magasins qui font des chiffres d'affaires assez faibles, jusque des magasins qui font des chiffres d'affaires 4 à 5 fois supérieurs. Donc on a des problématiques locales qui sont quand même assez différentes, et on a beaucoup de magasins qui sont monocaisses et quelques magasins qui sont bicaisses. Dans ces magasins bicaisses, usuellement, on a une caisse qui est allumée, on allume très rarement la deuxième, sauf dans des périodes de forte affluence. Et on a revu, grâce à Huisville et grâce à des irritants qui ont été remontés, nos procédures pour avoir une réactivité qui était un peu différente de celle qu'on avait précédemment. Et on a vraiment noté une évolution notable, quelque chose qui paraît pas transcendant, mais qui au final nous a aussi permis de démystifier, de dédramatiser le sujet en interne localement, qui par moments crée des tensions et des inquiétudes au niveau des équipes. Merci beaucoup. Alors il y a un sujet épineux dans le management de la satisfaction client, parce que c'est un chiffre. Toutes les enseignes dans le commerce ont vocation à faire en sorte d'avoir la meilleure satisfaction client sectorielle, parce que voilà, c'est finalement pour elles qu'on bâtit des stratégies, c'est pour elles qu'on travaille, et on peut échouer sans elles et on réussit toujours avec elles. Est-ce que vous avez mis en place une incentivisation du coup sur le NPS, sur les notes? Non, pour une raison assez simple, c'est que nos vendeurs sont déjà incentivés à la vente, et que comme la satisfaction participe aux ventes, quelque part ils le sont déjà indirectement. On ne s'interdit pas de le faire, mais ce n'est pas un sujet qui est à l'ordre du jour à court terme. Très bien. C'est vrai qu'il y a vraiment deux écoles hein, pour ça dépend vraiment des équipes. Là, on a des équipes qui sont très impliquées dans le dispositif, qui sont très demandeuses, donc effectivement, la pertinence sera peut-être plutôt dans plusieurs années s'il y a des problèmes qui commencent à se révéler. Dans d'autres entreprises, par exemple, un réseau de pricing, ils vont uniquement donner le variable sur la quantité s'il y a une note suffisamment importante de satisfaction sur la qualité de la prestation de nettoyage du vêtement. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a toujours des effets pervers à mettre en place ce genre de choses, mais parfois ça vaut le coup. Oui, et puis parfois ça vaut le coup aussi dans une logique d'évolution et d'être plus non pas sur une note à atteindre, mais une augmentation de cette note pour que ce soit réaliste et vu aussi de cette manière-là par les équipes. Et je sais que vous, vu que le dispositif il a été lancé quand même en janvier, il y a eu aussi tout un travail qui a été demandé aux équipes pour collecter les emails, pour que le dispositif soit pertinent, qu'on ait suffisamment de volumétrie. Les choses ne peuvent pas se faire tout en même temps non plus. Ouais, ce qui est plutôt vertueux, parce que ça incite aussi à la collecte d'emails, qui est quand même pas inintéressante pour faire du marketing derrière. C'est sûr. Bon, merci à tous. J'avais une dernière question. Je t'ai présenté récemment notre solution de mesure de l'impact sur les ventes que j'ai activée du coup pour Devred. Ce sera quelque chose qu'on mettra en place d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'il y a des enseignements que tu as déjà tirés de ce que j'ai pu te montrer? Est-ce que ça peut vous apporter?
Oui, nous, ce qu'on en a aujourd'hui compris et ce qu'on pense en retirer, c'est une capacité à mieux prioriser nos actions. Pas forcément que sur le levier du CA, c'est intéressant le CA, mais ce n'est pas forcément l'alpha et l'oméga, plus sur une combinaison de critères autour du chiffre d'affaires potentiel à aller chercher, mais aussi peut-être d'irritants plus faibles, donc de remonter au service client plus faible, ça a un coût aussi, puisque chez nous il est externalisé, donc ça a d'autant plus un coût. Donc c'est certainement un mix entre ces différents éléments, mais oui, on voit vraiment un intérêt, surtout qu'il y a cette granularité, encore une fois, d'aller jusqu'au local et d'être capable de cibler l'action vraiment précisément qui nous semble hyper pertinent. Merci beaucoup, Jérémy. Je propose c'est qu'on montre les résultats Oui. peut-être du dispositif. Et le temps file, me dit-on. Oui, Du on me coup, dit dans l'oreillette. on va conclure. Du coup, Oui, bah, après 6 mois de lancement, c'est vrai que les résultats sont vraiment positifs. On a réussi à intégrer l'ensemble des magasins en France sur le dispositif. On a créé plus de 400 accès utilisateurs dans le réseau de Vred. Et on a réussi à collecter 90 000 avis, ce qui est beaucoup, sachant qu'on a eu donc un taux de réponse de 13%, qui, comme l'a dit Timothée tout à l'heure, est très élevé sur ce secteur de la mode masculine. Et en fait, on a remarqué aussi, en discutant avec Maggie également récemment, que l'outil a été vraiment très bien adopté par les équipes magasins. Et c'est aussi parce que ça a été dans une logique bienveillante d'animation, de mettre en avant aussi le positif et pas simplement le négatif. Et du coup, grâce à ça, 99% des insatisfactions ont pu être traitées sous 4 jours. Je sais que votre objectif, il est de 48 heures ouvrées, mais en tout cas, pour commencer, 4 jours, c'était déjà excellent. Et au-delà de ça, en termes d'e-réputation, on en parlait également tout à l'heure, le gap, il a été quand même très important, puisqu'on a multiplié par 5 le nombre d'avis que vous collectez sur vos pages depuis le lancement par rapport à l'année dernière. C'est quand même énorme. C'est énorme et comme je disais tout à l'heure, en plus c'est très vertueux, aussi bien pour du recrutement que pour que le client franchisse la porte d'un magasin de Vred, qui n'est pas la marque qui a la plus grande réputation sur le marché, même si c'est bien dommage. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy, pour ce témoignage.